Bonjour. Depuis quelque temps, on utilise en Belgique de nouveaux mots pour parler de notre pays. Fédéralisme, région, communauté, régionalisation, communautarisation. Nous ne comprenons pas toujours bien la signification de ces nouveaux mots. Et pourtant, vous allez le voir, ils ont une signification très concrète pour chacun d'entre nous. Comment la Belgique est-elle devenue un État fédéral avec 3 régions et 3 communautés? Eh bien, nous allons le découvrir au cours de ces 5 émissions. Mais d'abord, il faut savoir que la Belgique n'est pas le seul pays d'Europe à avoir fait l'expérience du fédéralisme et de la régionalisation. D'autres pays européens ont aussi adopté le système fédéral, l'Allemagne de l'Ouest et la Suisse. Mais leur histoire est plus ancienne et différente. Là, il s'agissait d'entités autonomes, les cantons par exemple, qui se sont réunis et qui se sont fédérés. En France, en Italie et en Espagne, par contre, l'histoire ressemble plus à celle de la Belgique. Dans ces pays-là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, des mouvements régionalistes ont vu ou revu le jour, pour des raisons diverses. Ici, il s'agissait de retrouver une identité culturelle. Là, on exprimait des problèmes sociaux ou économiques spécifiques. Au XIXe siècle, dans la plupart de nos États d'Europe occidentale, tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains d'un gouvernement central. Mais de nos jours, les citoyens n'acceptent plus le poids de ce centralisme. Ils le ressentent comme excessif. La plupart des pays ouest-européens se sont donc engagés dans des réformes. Le but de ces réformes est de donner la parole et les moyens de s'épanouir à des collectivités humaines intermédiaires entre les citoyens et l'État. Dans certains États comme en France, on a appelé ces réformes décentralisation. Mais dans d'autres États, comme en Belgique, en Italie ou en Espagne, on a été plus loin que la décentralisation. On a donné davantage d'autonomie aux régions et aux communautés. Et on a appelé ça régionalisation. En Allemagne fédérale ou en confédération helvétique, les entités fédérales, Länder ou cantons, ont depuis l'origine une très grande autonomie. Elles ont leurs propres écoles, leurs propres polices. Mais ces États fédéraux ont été créés tels quels. Les collectivités fédérales n'ont donc pas dû conquérir leur autonomie. Ce n'est pas le cas en Belgique. Chez nous, on est passé de l'État unitaire, décentralisé mais unitaire, du XIXe siècle, à l'État fédéral que nous connaissons aujourd'hui, par étapes. Et cette évolution est due essentiellement à 2 revendications. Une revendication flamande et une revendication wallonne. Les Flamands voulaient conserver leur identité culturelle. Et les Wallons, de leur côté, voulaient réagir contre la ruine économique qui menaçait leur région parce que les industries wallonnes étaient trop anciennes et devaient être modernisées. Mais pour bien comprendre comment la Belgique est devenue par étapes un État fédéral, il faut remonter dans le temps, retourner 160 ans en arrière. Nous sommes le 4 octobre 1830, après la Révolution contre le Royaume des Pays-Bas. C'est la proclamation de l'indépendance de la Belgique. À l'hôtel de ville de Bruxelles, dans cette salle où nous sommes, sont réunis les membres du gouvernement provisoire. Il y a là Sylvain Van de Weyer, Alexandre Jean de Bien, Joly, Charles Rogier, Louis de Potter,
le baron de Copin, le comte Félix de Mérode, Joseph van der Linden et le baron van der Linden d'Hoogvorst. Ce 4 octobre 1830, le gouvernement provisoire déclare solennellement « Les provinces de Belgique violemment détachées de la Hollande constituent un État indépendant. Le comité central s'occupera au plus tôt d'un projet de constitution et un congrès national sera immédiatement convoqué. » Le gouvernement provisoire sera fidèle à sa promesse. Le 6 octobre, il crée une commission chargée d'écrire une constitution et le 10 octobre 1830, il convoque les électeurs pour élire les membres du Congrès national. Les électeurs, ils ne sont pas très nombreux. À cette époque, on ne peut voter et on ne peut être élu que si on est du sexe masculin et si on paye un certain montant d'impôt appelé le cens. C'est donc un suffrage censitaire. Le gouvernement provisoire voulait donner le droit de vote à un plus grand nombre de citoyens. Mais il fallait aller vite. On n'avait pas le temps de faire une grande réforme du vote censitaire. Le gouvernement provisoire va donc conserver le suffrage censitaire, mais il l'élargit en donnant le droit de vote à d'autres citoyens. Les prêtres, les officiers, ceux qui ont un diplôme supérieur ou ceux qui sont avocats, notaires ou magistrats. Ceux-là, on les appelle les électeurs capacitaires. Les élections ont lieu le 3 novembre 1830, dans le plus grand calme. Les partis, c'est-à-dire à l'époque le Parti catholique et le Parti libéral, ne luttent pas l'un contre l'autre. Il n'y a pas de polémique politique. C'est l'époque de l'union des partis, autrement dit l'unionisme. Nous sommes ici dans l'hémicycle actuel du Sénat et nous allons y rencontrer Jean-François Jean Debien, le premier doyen d'âge du Congrès national. Il va nous donner les résultats de ces élections. Résultats des élections. Le Congrès national, qui est l'équivalent de l'actuelle Chambre des représentants, est composé de 200 membres. Un tiers de libéraux, un tiers de catholiques et un tiers de membres qui refusent de choisir l'une ou l'autre étiquette. Il y a 45 nobles, 38 avocats, 34 membres des anciens États généraux des Pays-Bas, 21 magistrats, 14 négociants, 13 bourgmestres et échevins, 13 propriétaires fonciers, 13 prêtres, 3 professeurs d'université et un journaliste. 2 jours après l'ouverture officielle du Congrès national, le gouvernement provisoire vient remettre à cet organe légal et régulier du peuple belge le pouvoir qu'il a exercé depuis le 24 septembre 1830 dans l'intérêt et avec l'assentiment du pays. Le Congrès national, de son côté, appréciant les grands services que le gouvernement provisoire a rendus au peuple belge, marque sa volonté de lui conserver le pouvoir exécutif jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par le Congrès. Le gouvernement provisoire accepte ce mandat. Le 22 novembre 1830, le Congrès national déclare « Le peuple belge adopte pour forme de gouvernement une monarchie constitutionnelle représentative sous un chef héréditaire. Monarchie, cela signifie que la Belgique sera un royaume et qu'un roi sera placé à la tête de l'État. Représentative, c'est-à-dire que des assemblées seront élues pour représenter la population. Le 7 février 1831, la nouvelle Constitution est votée par le Congrès national. Et le 21 juillet, un roi prête serment, Léopold de Saxe-Cobourg, devient Léopold Ier, roi des Belges. La Constitution belge sera par la suite un modèle pour de très nombreux États. Elle va créer un régime de monarchie constitutionnelle, un régime libéral et parlementaire. Monarchie constitutionnelle. Cela veut dire que le roi qui sera à la tête de l'État aura des pouvoirs limités. Ce seront ceux que lui aura donné la Constitution. Régime
libérale, eh bien, la Constitution reconnaît et garantit à tous les citoyens les libertés essentielles. Liberté individuelle, liberté d'opinion, d'association, de réunion, d'expression, d'enseignement, de presse. Le rôle essentiel de l'État est de garantir que ces libertés seront respectées. Régime parlementaire, c'est-à-dire qu'il faudra, pour gouverner le pays, la confiance entre les assemblées élues, le Parlement qui représente la nation, et le gouvernement, à savoir les ministres nommés par le roi. Si par exemple les parlementaires ne sont plus d'accord avec le gouvernement, ils pourront provoquer sa démission. D'un autre côté, le roi pourra, à certaines conditions, dissoudre le Parlement. Et ce Parlement, ses assemblées élues, Chambre et Sénat, auront tous les pouvoirs, sauf ceux que la Constitution attribue au roi, c'est-à-dire au gouvernement, ou à d'autres organes. Et c'est ainsi que se marque le caractère démocratique de ce régime. La Constitution belge de 1831 a mis en place un État unitaire. On parle d'unité et d'intégrité du territoire. Mais c'est aussi quand même un État décentralisé, c'est-à-dire un État disposant de relais plus proches du citoyen. L'État belge se constitue donc en 1831 avec 3 niveaux de pouvoir. Le niveau national, l'État, le niveau provincial, la province, le niveau communal, la commune. Cette structure est relativement bien équilibrée, mais au cours des années, cela va changer. Le pouvoir va progressivement s'éloigner du citoyen. Le centralisme prendra le dessus. Et c'est l'excès de centralisme qui va devenir une des causes de la transformation des structures de l'État unitaire. Mais avant de voir comment cela s'est passé, essayons de clarifier le rôle et le fonctionnement des 3 niveaux de pouvoir, en commençant par l'État. Pour comprendre le fonctionnement de l'État, nous sommes maintenant à la Chambre des représentants et nous y rencontrons le chef des ministres en 1831, c'est l'équivalent du Premier ministre actuellement, Félix Amand de Meulenard. Au niveau de l'État, nous avons 2 pouvoirs, l'exécutif et le législatif. En gros, l'exécutif, c'est le roi et le gouvernement. Le législatif, c'est la Chambre des représentants et le Sénat. Le gouvernement est responsable politiquement devant les 2 chambres. Nous sommes en effet dans un système bicaméral. Et tous les 4 ans, en principe, sauf dissolution anticipée des chambres, un corps électoral restreint élit les membres de la Chambre des représentants, qui sont les députés, et une partie des sénateurs, qu'on appelle les sénateurs élus directs. Les autres sénateurs sont élus soit par les conseils provinciaux, soit ils sont cooptés par tous les autres. Pour comprendre le pouvoir provincial, nous allons maintenant nous rendre à Liège. Et pendant le voyage, je vous donnerai quelques explications complémentaires. Que signifie cette expression « corps électoral restreint » ? En 1831, vous le savez, les députés et les sénateurs ne sont pas élus par tous les citoyens. La Constitution de 1831 prévoit que les assemblées seront élues par un corps électoral limité aux hommes qui paient le cens ou qui peuvent être considérés comme capacitaires, c'est-à-dire qui ont un diplôme supérieur ou qui exercent certaines fonctions publiques. En 1893, la Constitution va être révisée et on va donner le droit de vote à tous les hommes de plus de 25 ans. Mais certains électeurs auront plusieurs voix. 2 voix pour le père de famille ou le propriétaire immobilier, 3 voix pour le capacitaire porteur d'un diplôme de fin d'humanité. C'est ce qu'on appelle le vote plural.
Ce n'est qu'en 1921 qu'une nouvelle révision de la Constitution instaurera le suffrage universel pur et simple pour les hommes âgés de 21 ans, selon le principe « un homme, une voix ». Et il faudra attendre une loi de 1948 pour que le droit de vote soit accordé aux femmes. Enfin, en juillet 1981, l'âge minimum pour être électeur sera abaissé à 18 ans. Pour parler du deuxième niveau de pouvoir, la province, nous nous rendons à Liège où nous allons rencontrer le premier gouverneur de la province de Liège, le chevalier de Sauvage. Allons-y. Le pouvoir qui s'exerce au niveau de la province, c'est le pouvoir, on dit aussi parfois le gouvernement provincial. Les organes principaux du pouvoir provincial au niveau des 9 provinces sont les conseils provinciaux, élus par le même corps électoral que les assemblées nationales et d'ailleurs en même temps qu'elles. Oui, ça c'est le niveau de l'Assemblée, mais il y a aussi l'exécution, la gestion quotidienne. Bien entendu, le conseil provincial désigne les députés permanents qui forment l'exécutif de la province, la députation permanente, conjointement avec le gouverneur qui, lui, est un fonctionnaire désigné par le roi, donc par le gouvernement. Ensemble, la députation permanente et le conseil provincial s'occupent de tout ce qui est d'intérêt provincial. C'est ce que prévoit l'article 108 de la Constitution. Pour faire connaissance avec le troisième niveau de pouvoir, la commune, nous allons nous rendre à Charleroi. Le pouvoir qui s'exerce dans la commune, c'est le pouvoir le plus proche du citoyen, le pouvoir communal. Il y a 2 organes du pouvoir communal, le conseil communal et le collège des bourgmestres et échevins. Paul Chapelle, vous êtes bourgmestre depuis l'indépendance, alors expliquez-nous un peu comment fonctionne ce pouvoir communal. Eh bien, le corps électoral communal, formé des citoyens de la commune, élit tous les 6 ans un conseil communal. Ce conseil communal désigne en son sein à la majorité des échevins. Ces échevins forment avec le bourgmestre, qui lui est nommé par le roi, c'est-à-dire par le gouvernement, le collège des bourgmestres et échevins. Le collège et le conseil s'occupent de tout ce qui est d'intérêt communal, comme le veut l'article 108 de la Constitution. La structure unitaire mais décentralisée de la Belgique a subi avec le temps de profondes modifications, et cela dans 2 sens. D'abord, on a poussé la centralisation à l'excès. Résultat, les pouvoirs décentralisés, la province, la commune, ont perdu une partie de leur pouvoir de décision. Et puis d'autre part, il y a eu des réactions en face de ce centralisme excessif, des réactions autonomistes, non pas de la part de la province et de la commune, mais de la part de collectivités nouvelles qui ont pris conscience d'elles-mêmes et du rôle qu'elles pouvaient jouer, les régions et les communautés. La Constitution reconnaissait que les intérêts provinciaux et les intérêts communaux étaient de la compétence du pouvoir provincial et du pouvoir communal. Mais la Constitution ne définissait pas et n'énumérait pas ces intérêts. C'était ouvrir la porte à des interventions du pouvoir national. Cela permettait à l'État de faire sortir de la sphère provinciale ou communale certains intérêts considérés comme provinciaux ou communaux pour que l'État s'en occupe lui-même. Ces intérêts devenaient alors des intérêts généraux, des intérêts de l'État. Et l'État est le grand protecteur de l'intérêt général. Comme le dit le gouverneur de Sauvage, les attributions de la province ont été dès le départ assez peu nombreuses. En fait, au départ, on n'avait donné à la province que des tâches restreintes, limitées, comme par exemple la lutte contre les épidémies, l'entretien des chemins vicinaux, l'assèchement des marais, la police de la tranquillité publique. Quant à la commune, elle gérait les intérêts communaux.
comme va nous l'expliquer Paul Huard-Chapelle, bourgmestre de Charleroi en 1831. Effectivement, la commune gérait les intérêts communaux, c'est-à-dire la salubrité, la propreté, la sûreté, la tranquillité dans les rues, sur les lieux et dans les édifices publics. Également l'administration des établissements appartenant à la commune, et notamment les écoles. Également la direction des travaux publics dans la commune. Mais le pouvoir national va s'emparer de certains de nos intérêts locaux pour en faire des intérêts généraux pour intervenir lui-même. L'éclairage public, par exemple, qui était du ressort de la commune. Eh bien, les chambres ont voté une loi disant que c'était d'intérêt général et non plus communal. L'organisation du service incendie, prérogative communale, eh bien, elle est devenue une question de compétence nationale. Enfin, en ce qui concerne la police de la route, qui elle aussi dépendait de la commune, une loi a donné au roi, c'est-à-dire au gouvernement, le pouvoir d'arrêter des règlements généraux en matière de circulation routière. Les conseils communaux ne pouvaient plus prendre que des règlements complémentaires et à portée très limitée. Et encore, ceux-ci devaient être soumis désormais à l'approbation du ministre. Et oui, au fil des années, il y a eu de plus en plus de restrictions des pouvoirs de la commune et de la province. Il faut dire que dans le même temps, l'État intervenait de plus en plus dans le financement des équipements locaux. Ainsi, le pouvoir s'est éloigné du citoyen. Cette accentuation du centralisme a entraîné des réflexes de défense de la part des collectivités locales. Des réflexes d'autant plus forts qu'ils se combinaient avec des revendications nouvelles, linguistiques, culturelles, sociales et économiques.